Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Merci de choisir TVS pour vous informer. Les récentes décisions concernant les agents de l'État continuent de faire des mécontents. C'est le cas des centrales syndicales de la première seconde qui s'indignent de ces mesures dites peu orthodoxes. C'était au cours d'une déclaration faite devant la primature. Écoutez, les propos ont été recueillis par Arnaud Mbabekung. De la première seconde. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, nous, organisation syndicale des secteurs publics, parapublics et privés, réunis autour de la plateforme bloc syndical de la première seconde, venons exprimer notre indignation suite à l'ordonnance prise en Conseil des ministres du 23 février 2018 sur les réformes initiées par le ministère de la fonction publique portant modification, suppression et complément de la loi numéro 1/2005 du 4 février 2005 en ses articles 14, 78, 79, 81, 82, 101, 105, 106, 126, 153, 155 et 167. Loi numéro 1/2005 du 4 février 2005, titre 1er, disposition générale, chapitre 2 de l'agent public, article 14, relatif à la main-d'œuvre non permanente. Proposition. Reversement des agents de la main-d'œuvre non permanente diplômés dans la fonction publique conformément aux différents en outre. Nous souhaitons soit la suppression intégrale de ces fonds communs, soit l'extension des primes à tous les agents publics dans le respect des articles 78 et 80 de la loi numéro 1/2005 du 4 février 2005. L'octroi des postes budgétaires à tous les personnels employés dans les administrations. Dernière date de paiement des rappels en décembre 2012 dont nous exigeons l'appurement. Titre 4. Des dispositions spécifiques applicables aux agents permanents, chapitre 1. Des statuts particuliers 101, 105, 106 et 126 de la loi numéro 1/2005 du 4 février 2005. La mise en place d'une commission tripartite afin d'étudier la faisabilité des 5 catégories de fonctions publiques. Titre 5. Des dispositions spécifiques des agents contractuels, chapitre 1er du contrat d'engagement. Article 153, 155, section 4, article 167, mise en place d'une commission tripartite. En conclusion, toutes les mesures de nature à perturber l'ordre public prises lors du dernier Conseil des ministres en sa séance du 23 février 2018 nécessitent la mise en place d'une commission tripartite de négociation, gouvernement, patronat et partenaires sociaux. Je vous remercie. Un incendie d'une grande violence vient de sinistrer plusieurs familles dans le quartier Saint-Mangué. On est dans la commune de Port-Gentil. Marius Nanda. C'est un incendie d'une rare violence qui aura une fois de plus fait de nombreuses victimes parmi les concitoyens résidant au quartier Saint-Mangué dans le 4e arrondissement de la commune de Port-Gentil, au lieu-dit La Bâche. Le sinistre, dont l'origine reste mal maîtrisée, a emporté 5 habitations, laissant 11 familles sous les étoiles. 17h, 18h, nous étions là, on était en train de regarder, il y avait des petits qui étaient en train de jouer là. Moi je me trouvais à la maison, 2 minutes après. Le feu qui est sorti de l'autre côté, chez la voisine. En sortant chez la voisine, voilà comment le petit riposte en me disant que grand, il y a le feu. Quand on sort, quand on part, pas possible. Pas possible complètement. Il fallait casser la porte, essayer de rentrer pour voir. Malheureusement, tous les effets étaient déjà brûlés. Le temps où tous les concernés ont voulu venir essayer de récupérer les choses, le feu était déjà enflammé complètement. L'absence d'eau dans cette partie de la capitale économique aura handicapé les populations venues apporter leur aide pour sauver ce qui aurait pu l'être. Voilà la difficulté qui s'impose. Nous, ici, étant citoyens, on avait dit ça ici. On est tellement touchés ici, au quartier Saint-Mangué, pour l'endommagement de l'eau. Hein? Voilà. Si on avait de l'eau ici, ça devait amener une facilité sur le feu, ou bien sur l'incendie, à s'arrêter. Mais malheureusement, avec tout ça là, on n'a rien ici, on n'a pas d'eau, difficulté d'électricité, etc. Et c'est l'eau même. En plus, je ne crois pas qu'on me coupe le courant, mais de me laisser l'eau.
Sitôt informés, les autorités, en tête desquelles le gouverneur de province, qu'accompagnait le préfet de Bendje et les maires d'arrondissement, sont allés apporter leur soutien aux sinistrés tout en s'informant de la situation. Nous partageons votre compassion. Nous savons que vous êtes dans le désarroi. Et je suis là aussi pour voir dans quelle mesure on peut vous apporter les premiers soins. Une aide d'urgence. On sait que c'est lui le propriétaire des habitations consumées, mais le chef de cabinet va identifier les familles. Mais s'il vous plaît, ne procédez pas comme les autres compatriotes. Si on l'a vu au point Filao, des familles qui ne font que s'ajouter, alors qu'en sait qu'il y a eu que 14 familles. Soulignons que l'intervention des secours, notamment des soldats du feu, s'est heurtée à la grogne des riverains. Une situation qui aura favorisé la destruction totale des habitations. Quand je dis famille, c'est un père, une mère, voilà. Bon, enfin, là, maintenant, il faudra... Le programme de suivi des détenus, initié depuis plusieurs années par la prison centrale de Port-Gentil, se focalise cette année sur les mineurs afin de permettre à ces derniers une bonne réinsertion après leur période d'incarcération. Raïssa Kerianondo. Dans le cadre du processus de l'humanisation de la détention carcérale, impulsé depuis quelques années par les plus hautes autorités de l'État, des mesures visant à faciliter la réinsertion du détenu à travers l'éducation et la formation sont mises en œuvre depuis environ 3 ans. À Port-Gentil, le programme de suivi des détenus, coordonné par le lieutenant Landry Ibinga, est présentement focalisé sur les mineurs qui, eux, ont plus de chances d'être redressés, étant en phase de transition entre l'enfance et l'âge adulte. Ce programme ayant la vocation d'accompagner ces jeunes en difficulté, scolarisés ou non. Surtout par exemple ceux qui sont en 3e, nous devions tout faire pour pouvoir les amener à passer leur examen. Voici ce que nous voulons faire. Nous avons plusieurs partenaires qui ont garanti, n'est-ce pas, le suivi de ces enfants-là. Et il y a aussi d'autres, par exemple pour ceux qui, comme je disais, n'ont jamais été à l'école, il faut les amener vers l'alphabétisation, donc les amener à apprendre à lire et à apprendre à écrire. Pour ceux qui ont décroché dans les classes de 3e, 4e année, l'idée aussi c'est de leur donner un véritable programme d'enseignement pour pouvoir les remettre sur le circuit scolaire. À la question de savoir quels sont les mécanismes mis en place si l'un de ces jeunes, issus du programme, obtenait par exemple son baccalauréat, voici ce qui en ressort. Si il n'a pas encore, moins pendant la période de l'examen, sa condamnation n'est pas achevée, il va devoir terminer, n'est-ce pas, sa condamnation, même s'il a obtenu son baccalauréat. Il est obligé d'attendre qu'il termine sa condamnation avant de continuer le reste. Néanmoins, pourvu que l'institution, d'accord, qui est la sécurité pénitentiaire, par l'entremise du directeur de la prison, sous les instructions évidemment du commandement en chef, et aussi la pleine collaboration de la juridiction pour mineurs, dans le cas où l'enfant est encore prévenu, donc en détention préventive. Si toutes ces entités-là, toutes ces personnes-là qui travaillent autour de l'enfant sont d'accord, il est possible de faire déplacer l'enfant vers son centre d'examen, pour que l'enfant passe son examen avec les garanties de sécurité qui vont avec. L'enfant, après terminer son examen, l'enfant va tout simplement regagner son établissement où il est incarcéré. Je pense que tout est possible, surtout dans le cas où l'enfant a été incarcéré au moment où il avait déjà procédé à son inscription. Si l'arrêté numéro 0018/MJGS/CAB du 15 juillet 2014 portant règlement intérieur des établissements pénitentiaires au Gabon fixe et détermine les conditions d'amélioration de la vie carcérale, beaucoup reste encore à faire. Les actions menées à ce jour par le département en charge des mineurs et le service social de la prison centrale de Port-Gentil étant comparables à une goutte d'eau douce déversée dans l'immense océan. En service depuis le mois de février 2015, le projet Graines dans l'Ogoué Ivindo met un accent particulier sur le planting du manioc et de la banane. Aujourd'hui, les premières récoltes connaissent une bonne production. Le gros des aliments est commercialisé sur le marché local. Euphrem Biogoezo. La province de l'Ogoué-Vindo, avec pour chef-lieu Makoko, n'est pas en marge du programme de développement insufflé par les plus hautes autorités. L'agriculture occupe cependant une place de choix. Le programme Graines dans cette partie du pays fut lancé en 2015. Sur les 170 coopératives créées, 85 sont actuellement en activité
dont plus de la moitié. Aujourd'hui, les premières récoltes sont en voie d'être réalisées sur une superficie de 1000 hectares aménagée. Plus de la moitié a d'ores et déjà subi un planting de plusieurs types de plantes. La banane et le manioc occupent une place prépondérante sur les espèces cultivées. À ce jour, 338 hectares ont été aménagés et plantés en manioc et à peu près 173 hectares plantés en bananier. Là, nous sommes actuellement dans la phase de récolte. Et tout à l'heure, nous serons sur le terrain où vous pourrez voir les coopératives qui sont actuellement en pleine récolte. Au niveau des effectifs, nous avons à peu près, on va dire, dans les 4300 coopératives qui ont été donc enregistrés au niveau des coopératives. Et sur les 37 qui sont en activité, à peu près plus de 700 personnes qui sont actuellement actives au niveau de ces coopératives. S'agissant des récoltes depuis la mise en place du projet, celles-ci sont élogieuses, le gros des marchandises étant vendu localement. Depuis le lancement de la première récolte par le chef de l'État en février 2017, nous avons récolté à peu près plus de 450 tonnes de manioc vendus localement sur le marché de Marocco et à peu près plus de 13 tonnes de bananes récoltées et vendues sur le marché local de Marocco. Donc voilà un peu brièvement rappeler un peu ce qu'est le programme grain dans le Goué. Il faut dire que vraiment c'est une première parce que aménager 1000 hectares et planter plus de 500 hectares en produits février, c'est une première pour le pays et particulièrement pour la province de Goué. Donc pour nous, on peut dire que nous sommes satisfaits de ce qui a été fait sur le terrain. Maintenant, il reste à le poursuivre, à essayer de le consolider pour que les choses aillent de mieux en mieux. Voilà. Des coopératives situées le long des villages Mayela 2 peuvent se réjouir du fruit de leurs efforts en cette période de grande récolte. Et vous allez le voir, malgré les efforts multiples de l'entreprise Sotrader, les coopératives sont confrontées aux multiples destructions des plantes par les pachydermes, ce qui réduit de façon considérable la production annuelle des plantations. Reçu comme semence des variétés qui venaient du Carbap, qui est un centre de recherche en banane et plantain qui est installé au Cameroun, qui nous a fourni 2 variétés de bananes, de bananiers. Nous avons donc mis ici en terre. Et ces variétés ont eu du mal à s'adapter aux conditions agroécologiques de la région. Parce qu'ici, nous avons d'abord un problème de sol. Les sols sont très acides, saturés, et les pH varient entre 5 et 5,8. Or, ces semences ont eu du mal à s'adapter à la toxicité des sols. Il fallait forcément faire des amendements qui auraient dû coûter très cher pour pouvoir essayer de remonter le pH. Ça, c'est une des difficultés. La deuxième difficulté, c'est que le transport entre le Cameroun et ici est tellement rude et que lorsque les plantes sont arrivées ici, le temps de les mettre en pépinière et de les planter, il y a eu des périodes de saison sèche où il y a eu un stress hydrique énorme. Donc, du coup, les plantes ont eu des retards de croissance et évidemment, ça s'est ressenti au niveau des rendements. Troisièmement, les travaux de sol qui ont été faits avec des engins lourds, une mécanisation assez lourde, a changé la structure du sol. Du coup, je vous dis, toutes ces 3 causes de réunion ont fait que la banane nous a pas donné de très bons rendements. Et la dernière raison, c'est qu'il y a eu vraiment un impact énorme au niveau de la destruction, le conflit homme-femme, que vous connaissez tous, hein, les éléphants. Sur les 173 hectares plantés, nous avons perdu près de 90 hectares détruits par les animaux, notamment les éléphants. Donc voilà les difficultés auxquelles nous avons été confrontés au niveau de la banane. Par contre, au niveau du manioc, nous avons planté uniquement des variétés issues des champs villageois, donc les variétés locales qui sont adaptées aux conditions agroécologiques de la région. Et qu'à ce niveau-là, en culture traditionnelle, c'est des rendements qui sont autour de 5 à 6 tonnes à l'hectare. Or ici, nous sommes entre 16 et 17 tonnes à l'hectare. Donc vous voyez la progression. Nous sommes très satisfaits de ces rendements. Aujourd'hui, nous sommes revenus pour constater réellement, parce qu'à Libreville, pendant très longtemps, nous avons rencontré la presse qui venait à nos bureaux pour nous demander qu'en est-il devenu des plantations de Logoué et Vindo. Et c'est une des raisons qui nous a amené à organiser cette tournée. Parce qu'il était important de venir regarder, parce qu'on n'a pas voulu répondre dans les bureaux en disant il y a la récolte, il y a les ventes. Mais nous avons des satisfactions. Premièrement parce que la récolte, elle est là. Vous avez bien vu qu'il y a bien ici des tubercules. Nous sommes aussi satisfaits parce que la commercialisation se fait. Peut-être pas encore de façon accélérée, mais au niveau local déjà, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Pratiquement, je crois, 80% de vos produits sont vendus au niveau local. Mais il y a encore des enjeux.
parce que nous étions en Dendé et nous avons remarqué que beaucoup de personnes, beaucoup de commerçants, au lieu de venir dans les plantations de Sotrader, traversent encore la frontière pour aller au Congo. Si c'est une information, nous voulons donner cette information à tout le monde que, aussi bien ici dans le Goué-Vindo que dans l'Angounier pour le moment, on peut trouver le manioc. Ouais, que l'offre existe réellement ici. Ici, on a les 22 coopératives qui sont actuellement en production. Donc, nous appelons les commerçants gabonais à venir ici dans le Goué-Vindo comme dans l'Angounier et la Nyanga. On va regarder pourquoi ils ne partent pas. C'est aussi important de discuter avec eux, de savoir pourquoi ils ne viennent pas ici. Ils ne sont pas informés ou bien il y a d'autres problèmes. Je ne crois pas que ce soit un problème de la route. Parce qu'on nous a dit à plein d'Indé que la route qui va vers la frontière est de très mauvaise qualité. Donc peut-être qu'on va discuter, ouvrir une discussion entre les commerçants et les producteurs pour qu'ensemble on puisse régler le problème de la commercialisation. Je pense aussi qu'il faut désormais regarder la question du transport. Parce que partout où nous sommes partis, les gens se plaignent. Entre les zones de production et les zones de trempage, il y a quand même une bonne distance. Peut-être qu'il faut revoir ou bien accentuer, accélérer ou améliorer les moyens au niveau les moyens de transport pour faciliter le travail de ces femmes. Nous voulons encourager les femmes, nous voulons aussi encourager la direction provinciale de Sotrader qui a fait un travail important. Nous sommes sûrs aujourd'hui que réellement Crème est debout. À Libreville, l'école supérieure de commerce et de management SUPDECOM a été honorée par 2 de ses étudiants en fin de cycle. Des étudiants qui obtiennent leur master professionnel en sciences de gestion, option audit et contrôle de gestion. Pour avoir présenté des mémoires de fin de cycle satisfaisants, 2 étudiants de l'école supérieure de commerce et de management SUPDECOM ont obtenu leur master professionnel en sciences de gestion, option audit et contrôle de gestion. Je me nomme Gilles Sédje. J'ai soutenu pour l'obtention du diplôme de master en audit, contrôle et gestion. Le thème de mon mémoire était la gestion budgétaire au sein de l'entreprise de sécurité sociale, cadre de la CNAMGS. C'est qu'après des années de travail, je suis vraiment très satisfait. Aujourd'hui, d'avoir obtenu mon master 2 dans le domaine de sciences de gestion, en audit et contrôle de gestion. Après plusieurs années d'études, ces 2 étudiants ont officiellement bouclé leur formation. Occasion d'exprimer leur gratitude au corps encadrant et de tirer parti de cet événement pour inviter les autres étudiants à beaucoup de travail. Ce que je donnerais principalement pour les étudiants qui sont en audit contrôle de gestion, c'est de continuer car l'audit est un métier qui ne périt pas, c'est un métier d'avenir et c'est un métier qui permet à la société de bien fonctionner. Oui, mais pour tous ceux-là qui n'ont pas encore soutenu, mesdames et messieurs, chers étudiants, établir un mémoire, ce n'est pas tout facile. Mais avec le labeur et du travail, j'encourage à tous ces étudiants là-bas qui sont déjà, avant de se lancer dans le monde de l'emploi, veuillez terminer d'abord vos études, d'abord en master, et après, vous vous lancez dans le monde du travail. Cela ne vous prendra pas... Située devant l'ENES, l'école supérieure de commerce et de management SUPDECOM est un établissement privé en partenariat avec l'État créé en 2001, placé sous tutelle du ministère gabonais chargé de l'enseignement supérieur. Il compte environ 1500 étudiants formés dans différentes filières. Dans la section politique de cette édition d'information, Maître Louis-Gaston Maïla, le président de l'UPNR, réitère son appel en faveur de la réconciliation nationale. Le week-end dernier, il était face aux hommes de Dieu à l'occasion d'un repas organisé à son domicile. Maître Louis-Gaston Maïla reste fidèle à son credo et réitère son appel lancé en décembre 2017 en faveur de la réconciliation nationale. Pour ce faire, un comité national provisoire devrait être mis en place, animé par des personnalités de l'opposition et de la majorité, estime-t-il. Des assises qu'il juge indispensables pour sortir le pays de la crise politique née de la présidentielle d'août 2016. Le 24 février dernier, le président de l'UPNR a organisé à son domicile
Une réunion dite de famille avec les hommes de Dieu. Et c'est autour d'un repas qu'il a fait progresser son idée de réconciliation nationale. Gabon, lève-toi et marche. Et puisque tu marches entre les mains de Dieu, marche d'un pas résolu. Marche d'un pas décidé. Marche pour que nous tous, ensemble, nous marchons avec toi. Et que cette réconciliation dont on parle aujourd'hui, qui n'est plus un secret d'alcôve, devienne une réalité. Il va arriver. Il faudrait qu'un jour, parce qu'il n'y a pas une autre voie. Je ne connais pas un pays qui a connu les difficultés que nous connaissons aujourd'hui, qui se soit remis si les gens ne se sont pas réconciliés. Le président de l'UPNR entend faire comprendre l'impérieuse nécessité de la mise en place d'un comité national de réconciliation nationale à toutes les sensibilités politiques et religieuses du pays. Les véhicules de plus de 5 ans ne seront plus importés en Côte d'Ivoire en raison de leur pollution, décide le gouvernement. Un décret que redoutent tous les importateurs de véhicules d'occasion. Bruyante, souvent hors d'âge et surtout très polluante. Abidjan, le royaume des vieux véhicules d'occasion, souvent importés d'Europe. Leur surnom dans le langage populaire, France au revoir. Des voitures peut-être en voie de disparition. Un nouveau décret va limiter l'âge des véhicules importés, 5 ans maximum. Intenable pour les nombreux parcs automobiles de la ville. Tout ça, c'est des véhicules de 11 ans, 12, 13, 14, jusqu'à 20 ans. En Afrique, c'est plus que 9. Aucune voiture de moins de 5 ans. Ce revendeur possède des centaines de véhicules bon marché, sans limite d'âge. Tout ce que nous pouvons demander à l'État, c'est de, comment dirais-je, d'augmenter l'âge des véhicules. S'ils peuvent aller jusqu'à 15 ans, moins de 15 ans, ça c'est une voiture de 10 ans, ça ne fume pas. Ici, le décret est redouté de tous. Ce seul parc emploie des dizaines de réparateurs et laveurs de voitures. Je peux voir le moteur? Côté client, on se presse pour les dernières bonnes affaires, car plus c'est vieux, moins c'est cher. Je me concentrais doucement à économiser pour pouvoir me faire un véhicule en hauteur. Bon, avec l'annonce de ce décret-là, je suis vraiment inquiet. Est-ce que les prix ne vont pas grimper? Parce que les véhicules de moins de 5 ans, je me demande combien ça peut coûter en Afrique. Chaque année, plus de 50 000 voitures d'occasion arrivent en Côte d'Ivoire. L'importation, un marché colossal avec des syndicats organisés. Ce représentant prépare la riposte contre une décision qu'il estime favorable aux grands distributeurs. C'est le concessionnaire qui a été pris en compte, c'est le concessionnaire qui a été considéré. Et nous, les importateurs et jeunes Ivoiriens n'avons pas été considérés. Nous allons faire des marches pour aller jusqu'à chez le président de la République, pour le supplier de revoir le décret. Sollicité à plusieurs reprises, le ministère des Transports n'a pas donné suite à notre demande d'interview. Pour justifier ce décret, le gouvernement invoque le problème de la pollution. En Côte d'Ivoire, les vieux véhicules sont les premiers responsables des émissions de particules fines, très dangereuses pour la santé. Au Venezuela, la crise a entraîné l'inflation et les billets de banque sont transformés en œuvres d'art au grand bonheur des artisans. Presse internationale. Voici un stand d'artisanat un peu particulier. On y trouve des colliers, des couronnes et même des sacs à main en origami, faits à partir de billets de banque vénézuéliens. Ce jeune homme a fui son pays en crise il y a 2 mois. Il espère à présent vivre de son artisanat ici en Colombie. Il y a des gens qui les offrent à leurs parents, d'autres qui les achètent ici pour les vendre plus cher ailleurs. Certains les protègent avec du plastique pour les garder comme souvenir. Avec la crise au Venezuela, l'inflation s'est envolée. Ces billets de 10, 20, 50 ou encore 100 bolivars ne valent plus rien, alors que cette couronne peut se vendre jusqu'à 10 ou 15 $ pièce. L'idée de réutiliser les billets de banque a donc fait son chemin chez plusieurs autres Vénézuéliens, comme José León. Le jeune homme est graphiste et fait lui des illustrations. J'ai vendu à l'étranger environ 300 ou 400 billets. Avec ceux vendus au Venezuela, j'ai déjà dépassé les 2000 billets. Mes œuvres d'art ou mes billets, comme je les appelle, sont devenus le nouveau souvenir des Vénézuéliens à travers le monde. La crise économique sans précédent rend les pénuries quotidiennes. Selon une récente étude universitaire, 90% des Vénézuéliens vivent désormais dans la pauvreté.
Et puis, un mot de sport dans cette édition d'information. Un duel très attendu, celui du Racing Club de Libreville face à l'équipe de Souffle au stade d'Ovando pour la suite du championnat de rugby. Pas de surprise, l'équipe de Souffle l'emporte 42-30. Le récit de Mosconi Ngonomba. Le réalisme de Souffle face à la maladresse du champion en titre, le RCL, qui a tout tenté dans cette rencontre, marquée par un duel au sommet où la qualité de jeu et la précision des passes ont tout simplement laissé à bout de souffle les hommes de Philippe Prigent. 21-18, c'est le score à la pause. Le match n'est pas terminé, mais on se sent quand même un peu à l'aise et on va continuer à travailler dessus pour la deuxième période. Et puis j'ai foi avec le même mental. Je crois qu'aujourd'hui on pourra encore faire une fois, donc je crois à la victoire. De retour des vestiaires, la tension monte, le RCL revient peu à peu au score, mais des efforts très vite anéantis par les offensives de Souffle qui ont réduit les chances du RCL à recoller au score. Ils ont été plus forts que nous, là, il n'y a pas à dire, ils ont été meilleurs que nous. Bon, nous, on est parti avec une équipe un peu affaiblie puisqu'on a 3 titulaires qui sont absents, 3 bons joueurs, dont 2 de la charnière, donc ça s'est ressenti très vite, mais sur le match, ils ont été meilleurs que nous. L'année dernière, on a perdu 3 fois contre eux, mais cette année, c'est comme les autres années, c'est le RCL à battre, ils ont plus d'envie que nous, et sur ce match affaibli avec l'envie en plus, c'est normal, ils étaient meilleurs. Un duel entre le premier et le troisième du championnat de rugby remporté par le deuxième cité, qui reste à la 3e place du classement général hautement dominé par le RCL, c'est le leader, mais qui vient d'enregistrer une défaite. Malgré cette victoire, Souffle garde sa 3e place et reste à 6 longueurs du leader. Un score de 42-30 reste la première défaite du RCL en championnat. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. Surtout, merci de votre fidélité.